Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Coucou toi, je reçois déjà vos premiers retours concernant l'interview avec Benjamin. C'est trop cool, vous êtes particulièrement marqués par son point de vue qui est novateur sur l'accompagnement d'un enfant. Et je vous rassure que pour le voir tous les jours à l'œuvre ici avec Ada, c'est tout aussi inspirant pour moi. En parlant d'Ada, que j'ai envie de mettre en avant à ma façon, l'interview qui va suivre va donner la voix à sa maman, donc Yasmine. Yasmine est aussi la deuxième co-créatrice de l'éco-village Eutopia et elle nous partage en toute authenticité qu'elle n'a pas tout de suite aimé en fait, le lieu où Eutopia a été fondée il y a 6 ans. C'était un lieu marécageux au départ. Et comment elle co-crée toujours aujourd'hui avec le vivant, le moment présent du lieu pour l'aimer de plus en plus. J'ai enregistré cet épisode avec Yasmine 3 semaines après mon arrivée. Je vous laisse imaginer au fur et à mesure de l'écoute de cet épisode toute l'intensité et toutes les prises de conscience accélérées que je peux expérimenter ici en déjà 6 semaines de vie utopienne. Belle écoute. Bonjour Yasmine. Bonjour Mylène. Bienvenue. Peut-être en quelques mots, est-ce que tu veux te présenter ? Alors, voilà, comme j'ai déjà dit, mon prénom c'est Yasmine. Moi, je suis d'origine mexicaine. Je suis en France depuis très longtemps, beaucoup d'années. Donc, du coup, on est avec mon conjoint, on est à l'origine du projet Eutopia. Au début, voilà, il y avait une autre famille qui, petit à petit, a pris son chemin. Et donc, on s'est retrouvés, en fait, que nous, avec un autre groupe pour commencer le projet. Et donc, voilà, là, ça fait 6 ans que je suis ici, que j'habite ici à Eutopia. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, ou qu'est-ce que tu as ressenti qui t'a fait dire que tu voulais venir ici, dans ce lieu, voire en France même déjà ? Oui, alors en France, bon, ça remonte à vraiment très loin parce que mon père, il a fait des études, il a fait une thèse à Toulouse, donc il nous a même pas demandé notre avis. À 14 ans, je me suis retrouvée au collège et au lycée, donc j'ai passé 4 ans ici à apprendre le français, à suivre un cursus normal. Et donc, quand je suis rentrée, c'était trop tard. J'avais déjà, en fait, la France bien tatouée en moi. Donc, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je revienne. Je suis revenue pour un Erasmus, pour un master. Et finalement, quand je trouvais un boulot au Mexique, j'ai rencontré Ben, mon conjoint actuel. Et après quelques voyages, on a décidé de venir vivre ensemble ici et créer justement ce projet-là. Et donc, ça remonte à ce temps-là, quoi. C'est vraiment... je sens que ça fait partie de mon destin parce que depuis jeune, il y a cet amour-là de la France, de mon père. Et toute ma famille parle français. Et voilà, ça fait... je me considère biculturelle depuis très tôt, quoi, en fait. Donc, déjà, bon, quand j'ai rencontré Ben, il avait des idées très précises. Mais aussi, moi, j'ai fait un cours de permaculture à l'époque dans un éco-village au Mexique. Et je trouvais que c'était incroyable. C'était vraiment une autre vie. Moi, j'avais une vie très normale dans la ville de Puebla, une grosse ville de 3 millions. Et j'étais prof à l'université. Je mettais des talons pour y aller parce que je faisais trop jeune. Donc, je voulais pas que les élèves me prennent pour une petite et tout ça. Donc, j'avais une vie complètement, qui n'a rien à voir avec une vie qu'on peut avoir dans un éco-village au milieu de la nature. Et donc, quand je suis allée dans les Chiapas, au milieu de la jungle, dans un petit éco-village où ils faisaient la permaculture, il y avait des espiraux aromatiques, où ils avaient du cacao cru, pur, voilà, du vrai. Et j'ai appris à faire les boulettes de cacao et j'ai appris toutes les bases de la permaculture. J'ai fait aussi un petit cours d'éco-construction. Donc, moi qui étais dans l'architecture conventionnelle, j'ai découvert en fait qu'on pouvait faire des maisons avec de la terre crue. Et donc, ça a complètement changé ma perception de la vie. Je ne voulais plus repartir. Il y avait une rivière juste à côté, une rivière magnifique où je me baignais tous les jours. Je me suis dit, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça que je veux pour moi. C'est ça. Et c'est là que j'ai su que je voulais vivre dans un éco-village. Après, c'est vrai que c'est pas pareil le climat de la France avec ces climats-là que j'ai eu là-bas. Il faisait vraiment chaud.
Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et pour toi, en quoi le lieu d'Eotopia est un lieu authentique? Waouh, la question, il va direct. Parce que je pense que authentique. Ben, je pense que l'économie du don y aide beaucoup, la philosophie de l'économie du don, les cercles des ressentis aussi, l'envie de chacun, chacune de vouloir pas stagner dans leur développement personnel. J'ai l'impression que c'est clé. Le fait que, oui, en fait, l'énergie générale, j'ai l'impression que c'est d'essayer de donner sans attendre rien en retour. Mm. Donc, il n'y a pas de prétention, voilà, il n'y a pas de... hum, on essaye en tout cas. Moi, je ressens cette énergie-là comme l'énergie d'Utopia. Et après, voilà, ça fait quand même quelques années qu'on est là. Donc, du coup, on a un apprentissage. Il y a une Mm. expérience qui fait que... Ça fait 6 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Mais pas que moi, je veux dire, moi, je considère que les lieux, en fait, c'est l'âge du lieu, en fait, fait que l'énergie a pu s'épurer. Au début, en fait, quand je suis arrivée ici, il y avait une énergie tellement lourde dans la maison et sur le terrain, mais tellement lourde. En fait, on avait envie de rien faire. Les gens qui venaient ici se sentaient tout de suite fatigués. Mm. C'était très chargé, très très chargé les lieux, comme toutes les vieilles bâtisses ou les maisons un peu abandonnées. Déjà, c'était une maison d'ordure en fait. Il a fallu faire un nettoyage de plusieurs mois en fait, parce que les personnes qui habitaient ici avaient des dépressions. Et en fait, il y avait eu plusieurs générations des personnes ici déprimées ou alcooliques. Donc, le lieu était chargé très en négatif, en fait. Et le fait qu'on arrive ici, nous, sans alcool, sans drogue, sans fumée, vegan 100%. Donc, du coup, je pense que le lieu avait besoin de ça. En Mm. fait, de cet épurage, de cet nettoyage, qu'on sentait vraiment complètement saturé. Déjà, on est sur des marécages. Mm. C'est compliqué de vivre sur des marécages. Et, si tu demandes à des personnes sur le feng shui, c'est pas l'idéal. Parce qu'en fait, ça s'écharge très vite, l'eau. Et donc, voilà. Donc, les lieux ont eu le temps d'être nettoyés, déjà. Donc, on sent toute notre énergie. Et les gens qui sont revenus plusieurs fois, ils le disent, quoi. Une autre énergie qu'au début. Beaucoup plus légère. Beaucoup plus, voilà, authentique. Ah ouais, mais ça se sent. Enfin, on sent que ici c'est plus léger. En tout cas, moi, j'ai pas eu le avant et le côté lourd. Mais on sent qu'il y a des pièces qui sont plus légères que d'autres. On sent qu'il y a une énergie globale qui est douce. Et cette énergie dont tu parles, qui fait aussi l'énergie du don, qui est aussi une énergie du coup, finalement on fait que quand on a envie de faire. Du coup, ça part d'une réelle envie, d'un réel élan, tu vois, ou d'un réel besoin. Genre là, j'ai envie de faire de la cuisine pour les 20 personnes qui sont là, parce que j'ai envie de nourrir autrement la communauté. Donc ça part d'un sentiment intérieur et pas de quelque chose qui nous a été imposé. Donc je vois bien ça là maintenant. Et tu parlais des cercles de ressenti, est-ce que tu peux en parler un peu plus pour que les gens qui n'ont jamais assisté à un cercle de ressenti puissent... Bien sûr, on a mis ça en place depuis le début. En fait, on a senti que la communication était importante. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on se réunit, voilà, on appelle ça des réunions normales. On se réunit tous les 3 fois par semaine, on va dire, en moyenne, 2 fois par semaine, 3. Et l'idée, c'est vraiment de partager librement comment on se sent sur le moment, comment on s'est senti dans la journée. Et voilà, on a plusieurs techniques. Ça peut être en fait un peu météo. On a essayé avec la météo pour dire voilà, ensoleillé et tout ça, si on n'a pas beaucoup de temps, si on est trop nombreux. Mais il y a aussi la technique des épines, bourbons, fleurs. Donc, épines pour dire qu'il y a un truc qui a été un peu négatif, pas super dans la journée. Une fleur pour dire voilà, le meilleur moment de la journée. Et le bourgeon pour quelque chose qui a du potentiel, qu'on a envie d'explorer plus. Et donc, ça permet d'avoir une vision globale des émotions de la personne. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ma fille de 6 ans, elle adore faire ça à chaque nuit avant de se coucher, avant de s'endormir. Et en fait, voilà, elle veut... tu me demandes, elle me fait. Et donc, je lui demande épines, bourgeons, fleurs. Et elle me raconte, voilà, elle me raconte sa journée, quoi, en fait. De cette façon-là, moi, j'adore, c'est mon moment préféré. Et elle l'oublie jamais, elle adore aussi.
Donc voilà, c'est vraiment intéressant, je pense. En fait, je pense que naturellement, on a tous envie de savoir comment il va l'autre et qu'est-ce qu'il a senti dans la journée. Et le fait qu'en fait, il y a aussi l'épine, c'est pas que la fleur. Voilà, il y a la dualité en fait. Exactement. Fait que, voilà, c'est déjà une profondeur. Parce qu'on sait qu'on peut empathiser avec les côtés un peu négatifs, avec l'épine de la personne. Voilà, on peut empathiser, mais à la fois, on peut être content pour sa fleur et on peut être curieux de bourgeon. Tu vois, et ça peut nous donner des idées aussi pour nous, etc. Donc, c'est très enrichissant. Ouais. On voit pas seulement que le côté beau, positif, on voit aussi tout le spectre en fait de la personne et elle peut être les deux à la fois, quoi. Exactement. Ouais, Ouais, c'est ça qui est riche, ouais. très cool. Mhm. Et du coup, tu parles de dualité. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, à Utopia, que toi, t'aimerais, que tu sens que c'est pas encore tout à fait autant authentique que tu voudrais et que t'aimerais améliorer, en faire un bourgeon, une fleur, pour plus tard? Bah alors, waouh, c'est des questions. Je suis scorpion, hein. Je sais, ça m'étonne pas. Pour Non, non. l'anecdote, Oui, oui, c'est vrai. Yasmine m'a fait ma carte du ciel et m'a interprété ma carte du ciel, donc elle sait que j'ai besoin de profondeur dans mes... Direct, même si c'est 10 heures du matin, oui. C'est ça. Oui, mais disons que... Alors, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup être dans le... En fait, c'est pas que c'est une grande capacité dans le présent, mais j'ai vraiment du mal à me projeter dans... On va voir la grande image. Donc, en fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à s'améliorer, en fait. Je vois que Utopia peut tendre à en faire encore plus d'ouverture, encore plus d'égalité. Mm. Voilà beaucoup plus de confort aussi. Donc, voilà, je pense que c'est plus que dualité, c'est plus une évolution. Voilà, c'est une ligne qui peut être une onde, en fait, une onde, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et voilà, tout ce qui monte descend. Donc, il y a toujours... En fait, ça peut pas être une ligne croissante. On n'est pas dans une entreprise, quoi. Mm. C'est une ligne ondulée, en fait, qui suit son rythme, en fait, et qui a son propre rythme dans plusieurs rythmes de tous les gens qui l'habitent, en fait. Et je sais pas s'il y aura un moment, genre, où on aura dit, ça y est, Utopia est fini, Utopia est complet. Je ne crois pas, en fait. Je ne pense Mm. pas. Je pense que c'est un projet qui est infini. Mm. Infini parce que c'est un peu comme voilà, dans notre vision, en fait, on est une forêt. Et une forêt, elle fait quoi? Elle laisse en fait des fruits partout. Et en fait, il y a plein d'animaux qui amènent ces fruits-là partout. Donc, en fait, voilà, nous sommes un organisme vivant et infini, en fait. On va mourir quand la Terre mourra, en fait. Mm. Et même si à un moment donné, Utopia se retrouve à l'abandon, ben, moi, je ne le considérais pas vraiment comme fini parce que l'expérience, elle m'habite encore. Elle m'habitera toujours. Et donc, et sincèrement, je ne pense pas qu'elle va se finir l'expérience aussitôt. Donc, voilà, il y a plein de choses encore à... C'est clair, on est dans un stade, pour moi, on est dans un stade du début encore. On fait partie des 6 ans font partie encore d'un stade du gros début Mm. et des constructions. Voilà, et on est en train de construire nos habitats, notre confort, nos repères. On est en train de se construire en tant qu'être humain qui se veulent empathique, ouvert, un lien avec les autres. Qui initie aussi quelque chose de nouveau, quoi, en Exactement, France, enfin, et une autre manière de vivre ensemble, quoi. exactement. Mm. Donc, en tant que lieu d'expérimentation aussi, on a tellement de choses à explorer. Notre rêve d'autonomie est encore loin, mais très très loin. Notre rêve des permacultures est encore loin. Et donc, voilà, il y a plein de choses à continuer à travailler. Et tout ça, c'est en parallèle. Donc, c'est un peu comme un mandala, en fait. Mm. C'est clair que, voilà, le chemin est encore loin, est encore long. Mm. Euh, c'est marrant que tu parles d'ondulation parce que dans un podcast, enfin, dans un épisode de ce podcast, je parle que l'authenticité est une ondulation à l'intérieur de nous qui fait que toujours elle vit en nous et qu'elle vivra toujours et que l'idée d'être à l'écoute de nos émotions, d'être à l'écoute de nos besoins
pour peu que cette ondulation, elle soit juste une ondulation euh, légère, tu vois, et pas des ondulations qui font des trucs dans tous les sens et qui partent dans tous les sens et qu'on se prenne des vagues d'émotions et des vagues de prise de conscience et de choc, alors que si on est en observation de cette ondulation à l'intérieur de nous, bah, ça nous permet d'être... de noter en fait là où on est confort, là où on est dans l'inconfort et où est-ce qu'on peut toujours s'améliorer et se développer, quoi. Donc je trouve ça très drôle que tu prennes la même Trop bien. la même image. Tu parles donc du coup d'un rêve utopien. Comment on fait dans le quotidien quand on sait qu'on veut atteindre un certain rêve et que dans le quotidien donc on avance vers ce rêve? Comment on fait pour expérimenter le fait qu'on n'y est pas encore, tu vois, et qu'on y a déjà mis plein d'efforts? Je pense qu'on remercie les moments présents. En fait, la clé, c'est la gratitude. Voilà, j'ai appris avec le temps que si on est toujours dans l'expectative et on n'est pas heureux, si on est toujours dans le passé, on n'est pas heureux. Et en fait, la seule clé de l'acceptation et du bonheur que j'ai pu entrevoir, c'est vraiment être dans la gratitude du moment présent, de se dire oui, honorer ce qu'on a vécu, c'est clair, mais peut-être pas y revenir dessus tout le temps ou voilà, se dire j'aurais pu faire ça, ou etc. Mais plus à honorer voilà, mon chemin que j'ai parcouru. Et surtout dans ces temps-là que je trouve assez lumineux en ce moment, cette année-là où je trouve enfin que le groupe arrive à communiquer, que voilà, je trouve une certaine harmonie. Ça y joue beaucoup sur le fait que j'ai pu finir mon habitat en fait avec mon conjoint. On a pu vraiment s'extraire de la maison principale, de la maison commune. Ça y joue beaucoup sur notre qualité de vie. Donc déjà, on sent qu'il y a un stade, un stade, une étape qui est finie. Donc, les premières années, c'était vraiment dans la maison commune. Donc, c'était une étape lourde pour moi, très, très lourde, parce que habiter en tant que famille dans la maison principale est très compliqué de ne pas avoir une intimité, de ne pas avoir son espace personnel, etc. Et donc, déjà, de sentir qu'en fait, on peut construire ensemble quelque chose, un collectif et un couple et en famille, déjà, ça fait une grande satisfaction. Et en plus de sentir qu'on s'y sent bien et que ça impacte à tous de façon positive, parce que bon, la maison libre, elle est complètement libre. Et donc, il y a plus cette énergie-là de famille dans une maison. C'est très fort, ça. La famille dans une maison, mais c'est l'archétype culturel de partout, quoi. Donc, voilà, donc il fallait bien que cette famille-là, c'est-à-dire nous, puissent trouver leur propre maison, leur propre habitat pour ne pas, ne pas prendre toute la maison principale dans l'énergie, quoi, je pense. Ouais. Parce que ça y jouait, quoi. Et donc, même s'il est grande, il y a plein d'espaces libres et tout ça. Donc là, actuellement, on le vit bien. On le vit très bien parce qu'il y a cette étape-là qui est finie et on est prêt pour ce qui arrive, pour ce qui vient. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on se sent... en fait, on se sent enraciné. Voilà, on se sent enraciné et pour accueillir quoi qu'il en vienne. Et je pense que pour se sentir enraciné, il faut aussi avoir... il faut écouter c'est quoi qui nous donne de la sécurité, en fait. Et moi, ce qui me donne de la sécurité, c'est d'avoir un espace pour moi, pour ma famille, que ma fille ait une chambre, etc. Donc, c'est pas que, hein, mais c'est vraiment les trucs qui manquaient parce qu'on le sait toujours un peu plus tard pour donner un peu de priorité au collectif, à la vie d'Utopia et tout ça. Et finalement, je pense que c'est important de se donner de la priorité à soi-même. Parce que plus on se donne la priorité à soi-même, plus on sera vraiment disponible pour les autres, quoi. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui s'est révélé pour toi ici, de se donner une priorité à soi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé ici? Est-ce qu'il y a eu d'autres parts de toi qui se sont révélées ici? Ah oui, mais toutes mes parts se sont révélées ici. C'est vraiment une école de vie, quoi. C'est vraiment une école de vie, mais intensive. Oui. Intensif. Ah oui. Voilà, on a l'impression qu'on a une accélération de travail sur soi, même si la vie peut être très, très lente, si on veut, en fait.
mais surtout en hiver ou dans les périodes un peu comme ça. Mais aussi par rapport à la ville, quoi. Je veux dire, on ne sort presque pas parce que bon, la vie se passe ici. Enfin, en tout cas, c'est clair que j'ai tout appris ici déjà à communiquer. C'est très important pour moi d'apprendre à communiquer. Quand j'ai découvert la CNV, la communication non violente, ou quand j'ai découvert en fait l'importance d'exprimer ses émotions, moi déjà à la base, j'arrivais pas à donner de l'importance en fait à cet espace-là, de me dire oui, moi devoir en parler et devoir en écouter. J'en avais pas forcément envie, c'était pas fluide pour moi, c'était pas quelque chose qui était genre là. Donc j'ai appris à faire ça ici. Au début c'était lourd, au début c'était un peu pesant les réunions. J'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie de l'exprimer. Et ça s'est complètement transformé. Aussi, au début, j'étais complètement focalisée sur Ada et le fait et les attentes en fait qu'il y ait d'autres familles pour elle. Donc en fait, en gros, je m'en fichais de tous les gens et tout ce qui m'intéressait, c'était des familles avec des enfants. Donc j'avais ces trucs-là, mon focus c'est ça, et donc quoi qu'il arrive ailleurs, voilà, ça ne me touche pas parce que moi je suis maman et je veux une famille pour mon enfant. Donc ça a été aussi un gros cheminement de me rendre compte que voilà, c'était important aussi de voir autour de soi et pas se focus sur les seuls intérêts qui pouvaient habiter à ce moment-là, quoi. Et il y a eu aussi plein d'autres apprentissages. J'ai passé quelques crises ici aussi, peut-être pas liées au lieu, mais des crises liées plus moi, je pense que voilà, les crises, c'est assez naturel dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est lié peut-être à l'âge ou au fait qu'on vit une expérience, on arrive à une étape où on apprend quelque chose et ça fait ressortir des blessures très anciennes et boum. Et il faut savoir, c'est important d'être accompagné à ce moment-là. Et moi, d'habiter à Utopia pendant ces crises-là, je me suis sentie accompagnée du coup déjà par mon mari, qui est très présent, mais aussi je me suis sentie soutenue, même si il y avait peut-être pas de thérapeute à ce moment-là pour m'aider tout ça, mais en tout cas, les gens, ils comprenaient en fait ce que je vivais. Et je me sentis aussi libre de partir à une retraite ou d'avoir une retraite et tout ça. Donc, c'est clair que d'être dans ce type de vie, il y a de l'espace pour ça, pour que ma crise elle se manifeste. Parce que souvent, en fait, c'est des trucs qui veulent sortir, mais on ne permet pas, en fait. On ne se permet pas de sortir, de les voir, ça fait trop peur. De toute façon, je n'ai pas le temps. Et là, de se donner l'espace, de se dire, OK, il faut que ça sorte, je n'ai pas le choix. Mais du coup, ça permet de passer en fait cette étape-là plus rapidement ou plus sereinement et de justement goûter en fait ce qui vient après une crise. C'est toujours le sunshine. Ouais, je partage tellement ce que tu viens de dire sur cet apprentissage intense parce que pour le moment, moi, ça fait que 3 semaines que je suis ici. Mais il y a eu un effet miroir assez intéressant pour moi qui a été j'ai peur de déranger. En fait, je pense que je l'avais de temps en temps vu dans la vie en ville normale, où est la vie normale, on ne sait pas, mais en tout cas dans la vie que j'ai à côté. Mais comme ça venait que de temps en temps, ou que ça venait que petit à petit, je le voyais pas ou je voulais pas trop le voir, tu vois. Je me dis, oh bon, c'est pas très grave, ça arrive juste là, c'est pas très grave. Sauf que quand tu habites dans un lieu collectif et que tu as peur de déranger toutes les 5 minutes, tu es obligé de te confronter à ça et de le voir, tu vois. Et tu peux plus, comme tu disais si bien, y échapper. Ouais. Et comme tu dis, il n'y avait pas forcément un thérapeute, ou il n'y avait pas forcément... Mais comme j'en ai partagé à quelques-uns, et du coup, il y a eu l'espace d'écoute, d'observation et de travail de cette chose-là, et qui a été en 3-4 jours, c'était bon, c'était fini, tu vois. Donc je partage complètement ce truc d'intensité et de travail sur soi qui est du coup facilité dans un lieu comme celui-ci, quoi. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cet épisode, parce que je l'ai expérimenté, vu déjà dans mon propre corps, donc j'imagine qu'en y étant déjà depuis quelques années, ça doit être fou, quoi. C'est clair, c'est clair. Complètement d'accord.
avant de passer du coup à un projet qui est parallèle à Utopia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, compléter, partager? Hmm, ben, je pense que il y a pas mal de choses qui sont dites déjà. Et je suis sûre que les autres interviews que tu vas faire viendront compléter. Oui, pour moi, c'est un espace, voilà, un espace innovateur et merveilleux. C'est vrai que j'ai appris à... Voilà, je peux en parler d'une façon que je me sens genre super bien ici, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hmm. Donc, voilà, j'ai vraiment vécu une expérience ici où j'ai appris à aimer l'endroit et donc du coup j'ai appris à m'aimer en fait parce que c'était vraiment ça. Je me suis rendu compte que souvent dans des endroits où j'arrivais, voilà, il y avait que des défauts, rien de positif et c'est un peu ici la même chose mais beaucoup plus un énorme quoi, un grand. C'était Hmm. beaucoup plus pressant quoi. C'était vraiment des choses que j'ai détestées quoi, mais l'énergie, la saleté, les animaux. Donc, c'était vraiment tout qui me dérangeait. Donc, moi, je pense que, voilà, il a fallu beaucoup de courage, en fait, pour rester là et pour suivre l'aventure dans toutes ces étapes. Et donc, là, je sens que je suis en train de goûter, en fait, au voilà, au fruit du courage, en fait, et du travail qui a été réalisé jusqu'à là. Et par les personnes qui arrivent en ce moment, qui sont, voilà, c'est surtout par les gens qui arrivent. Et donc, voilà, je sens vraiment que je suis en train de façonner ma réalité et mes relations. Parce que Hmm. les personnes qui sont habitées en ce moment-là sont tellement lumineuses que c'est pile ce qu'il me faut, en fait, en ce moment dans ma vie, de vivre dans la légèreté, en fait, et de vivre dans le... Oui, de me sentir en sécurité. Voilà, et de savoir que s'il y a des conflits, je suis capable de les gérer, de me sentir en fait complète. Donc c'est clair que c'est une grande école, c'est une grande école. Voilà, Hmm. il y a du travail qui a été fait et je pense que tous les piliers d'Utopia et surtout les non-alcool, nos drogues et tout ça, ça aide beaucoup parce que ça nous permet vraiment d'être focus en fait. Ouais, on peut Sur... pas s'échapper sur autre chose, quoi. Hmm. Exactement. Hmm. Et voilà, et pour nous tous qu'on adore les échappatoires, Ah, mais oui! et on peut découvrir que voilà, on peut s'amuser de façon beaucoup plus pure en fait. Hmm. Et avoir des relations beaucoup plus pures aussi. Donc Ouais. Tu parles d'amusement et de célébration. c'est sûr. J'ai pu assister à l'anniversaire de Dada, donc qui est Ah votre oui, c'est fille, vrai. il y a 2 semaines. Euh, C'était il y a des semaines déjà. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mhm. Et c'est Pas la mal. première fois que je découvrais une manière de célébrer un anniversaire sans forcément d'alcool et dans la liberté aussi, tu vois, parce que du coup, on n'était pas tous autour d'une table, assis, et chacun prenait ce qu'il avait envie de manger, donc on n'était pas forcément dans une espèce de surconsommation avec entrée, plat, fromage, dessert, enfin tu vois, et du coup il y avait quelque chose de léger aussi là-dedans dans cet amusement. Mm. Donc rien que ça par exemple, ça a aussi bougé des choses, tu vois, pour moi. C'est clair, c'est Mm. clair. Oui, oui, c'est vrai qu'on essaye de tout déconstruire et à la fois on essaye rien quoi. Ça se Ça fait se comme fait, c'est ouais. et voilà, c'est ça qui fait qu'on revient à l'authenticité en fait. Mhm. Mm. Voilà. Mm. Et du coup, sur la célébration et la légèreté, Oui, en parlant de ça, en oui. parlant de ça, Oui. il y a donc un nouveau projet qui arrive en parallèle d'Eutopia. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, donc ça c'est un bon pont parce qu'en fait à Utopia, on reçoit beaucoup d'amis ou de personnes intéressées qui viennent d'ailleurs. Mais en fait, on a très peu de liens finalement avec nos voisins, notre entourage, même si on a créé un réseau sympa par rapport à notre fille. On a quelques voisins qu'on voit de temps en temps. En fait, on sent qu'on est quand même dans notre monde en fait et qu'il y a peu d'accès aux gens qui sont vraiment locaux et peu d'intérêt de leur part aussi parce que bon ils peuvent s'imaginer des choses en fait on peut au début on a été aussi dans les écovillages qui se forment et tout ça les voisins ils peuvent penser que c'est des sectes etc. Alors, surtout dans Hmm. les endroits en fait ruralisés comme ça où
les gens, ils n'ont pas l'habitude du tout de voir des groupes de jeunes arriver ou des groupes de personnes arriver avec une mentalité particulière ou avec une envie de faire un truc particulier complètement différent à eux. Par exemple, ici, on est en plein milieu charolais. Donc, la première chose qui a choqué le maire, c'est qu'on ne mange pas de viande. Parce que, comment ça? Je veux dire, à quoi ça sert d'habiter un milieu charolais si on ne va pas goûter la viande charolaise? Donc, du coup, c'était déjà ça nous faisait un peu ovni, quoi. Et, et donc, du coup, notre but, je me rappelle la vision d'Utopia au début, c'était vraiment de créer un réseau avec les locaux, avec les voisins et d'être en contact avec tout le monde, d'inviter à des événements culturels. Et c'est vrai que cet espace-là pourrait sembler un peu décalé pour par exemple, les personnes plus âgées du village ou pour les voisins qui ne sont pas forcément dans une recherche voilà, de développement personnel, je ne sais pas quoi. Et donc, en tout cas, voilà, on s'est dit, de toute façon, pourquoi pas nous aller vers eux plutôt que d'attendre qu'eux, ils viennent vers nous. Et donc, c'était ça la philosophie ou l'idée de base. Et donc, ça s'est présenté aussi avec l'opportunité d'acheter une maison vraiment un prix bas, quoi. On est dans la zone la moins chère de la France. Et en plus, bon, c'est une maison qui est dans un état, mais très, très, très délabré, quoi. C'est, même si le toit a été changé il n'y a pas très longtemps, tout le reste, ça a besoin de beaucoup de travaux. Donc, c'était vraiment un prix, voilà, c'était pas beaucoup. Et donc, on a décidé, en fait, de demander des financements à la région pour créer un café associatif qui ont été accordés. Donc voilà, avec cette idée-là, avec cet argent-là, avec cette idée de café associatif, on s'est dit, oui, on peut créer des événements culturels, on peut créer des événements socioculturels, voilà, et d'inviter justement à toutes les personnes qui sont intéressées par justement beaucoup plus de culture dans les milieux ruraux. Et en plus, on habite une maison abandonnée, en fait, une maison qui avait peu de chances d'être achetée par qui que ce soit. Et on va redonner une vie à ces lieux-là qui est en plein milieu du centre-bourg de Krona, qui, voilà, vu comme ça, on dirait un village de plus. Mais bon, il y a quand même, c'est en plein milieu de la route des vélos Eurovélo 6. Donc, c'est cette route-là qui traverse toute l'Europe d'est à ouest. Et donc, il y a beaucoup de passages en été. Et il y a beaucoup tous les jours, on voit des cyclistes partout. Et en plus, bon, malgré qu'il y a à peu près 500 habitants, il y a énormément de commerces. En fait, il y a boulangerie, maison médicale, hôtel des voyageurs, proxy, coiffure. En fait, c'est un village qui se veut vivant, quoi, en fait. Donc, le maire nous soutient, en fait, dans cette idée-là de faire un café associatif, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait encore plus de vie. En fait, il est en train de construire une maison de retraite juste à côté. Donc, voilà, il y a cette envie-là du maire. Il a été content de nous voir arriver en tant que jeune aussi, même s'il n'adhérait pas à nos idéaux, mais c'était quand même pour lui intéressant d'avoir plus de vie. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit, on n'est pas si mal placé par rapport à tout ça, quoi, à l'Europe. Et en plein centre, cette maison-là, elle tombait en fait à l'abandon. On voit déjà que c'est déjà aussi, on commence les chantiers bientôt, mais c'est pas trop tôt, quoi, parce que si ça mettait plus de temps, mais tout serait très endommagé. Et donc voilà, vraiment l'idée de ces cafés-là, c'est d'avoir un lieu pour créer des concerts, pour avoir des espaces, voilà, proposer des films, des projections, pour proposer des jeux, parce que bon, voilà, quand même, à Utopia, il y a une culture forte des jeux à la société. Et donc, du coup, il y a plein de choses à proposer, en fait. Ici, il y a des personnes, profs de yoga qui habitent, des gens qui ont peut-être de la thérapeute, des thérapeutes qui ont quelque chose à proposer. Moi, j'aurais mon travail en tant qu'architecte avec la terre crue à proposer aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ça et de dire, écoutez, nous, on a ces outils-là et on peut les mettre à disposition, en fait, de la communauté aussi. Et ça reste pas chez nous, en fait, ça reste pas à Utopia, ça reste à l'extérieur. Et après, voilà, c'est bien sûr l'objectif, c'est vraiment de s'amuser plus et de créer plus, de passer un été où on peut créer des concerts et inviter les gens du village, même aux alentours. On a l'exemple, en fait, du Café Merlette qui a dû vivre à 6 km d'ici. C'était un café très beau, très accueillant.
Et en fait, les gens, ils faisaient genre une demi-heure ou 1 heure des fois pour aller au jam et au concert, tellement ils étaient en manque de culture en fait. Il suffisait d'avoir un Waouh. espace beau, festif, avec une proposition culturelle pour que les gens se déplacent, quoi. Mm. Et en campagne, en plus, c'était magnifique parce que bon, il y avait la vue de la campagne, il y avait une piscine à côté. Bon, les gens ne se baignaient pas vraiment, mais c'est juste l'effet que c'était dans la nature en fait que ça se passait. Donc, Mm. cette inspiration-là nous a permis de se dire, mais c'est clair, c'est beaucoup mieux en fait de vivre la culture et l'art aussi en milieu rural, alors que c'est souvent oublié, quoi. Mm. Et on peut ne pas avoir peur qu'il y ait personne qui vienne parce que en fait tout le monde est en manque de Mm. ces genres d'événements ici, quoi. Ça c'est il se passe rien en fait, il se Mm. passe pas grand chose des fois, ou alors c'est très caché. Et en plus, bon, on est dans une époque particulière du Covid, des confinements et tout ça. Évidemment, Donc, ouais. tout est en train de mourir. Tout est en galère, quoi. Les artistes sont en galère, les espaces ferment, etc. Et donc, nous, en tant que café associatif à but non lucratif, on n'aurait pas à craindre, en fait, de fermer un manque d'argent, parce que, bon, du coup, l'idée, c'est vraiment de se nourrir entre nous tous. Mais on a surtout envie de participer à que ça ne meure pas, en fait. Mm. Tu vois, je veux dire, je pense que c'est un projet très pertinent, même si pour l'instant on n'aurait pas le droit de faire plein de trucs, mais à un moment donné, c'est un projet qui permettrait en fait de réaliser à quel point c'est important de ne pas laisser mourir les liens et les Mm. voisinages et de justement créer cette culture-là qu'on a tous besoin autour, quoi. C'est votre bourgeon en fait du moment. Ah non, mais c'est clair, c'est un gros bourgeon du moment. Donc c'est cool parce qu'on a reçu ce financement-là, mais il nous manque encore une partie de financement. Mm. Et c'est là que j'ai commencé un financement participatif. Et donc là, je me confronte au fait que, voilà, c'est tout un savoir-faire de faire des financements participatifs au niveau des réseaux et tout ça, et que je ne m'y connais pas forcément de façon profonde. C'est-à-dire, les réseaux, c'était juste pour usage personnel, usage, voilà, fun, quoi. Mais pour vraiment créer un projet de cette ampleur-là, il faut bien bouger, il faut bien aller voir tout ce qu'il faut, tous les réseaux. Et donc, voilà, j'avoue que le financement participatif, il vient de commencer et donc il faut vraiment le relancer. Mm. Et tout ça en parallèle avec le chantier, avec tout ce qu'il faut régler, avec la région et le maire d'ici. Plus le fait que, voilà, on travaille en équipe à Utopia pour participer à ça, il y a encore des choses à régler. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de travail. Mm. Et plus le travail qu'il faut faire ici à Utopia, ben c'est bien. Moi, je me suis approprié en fait ce travail-là à faire au Joli Vert. Ça s'appelle le café associatif, c'est au Joli Vert. Et mais voilà, c'est une aventure encore intense, quoi. On aime bien ici On l'intensité. aime bien l'intensité, ça fait partie de la vie. C'est peut-être pour ça que j'aime bien être ici en fait. Je pense que c'est ça. En tant que scorpion, ça te correspond complètement. Ok, je mettrai si l'histoire, le sens du café associatif Joli Vert vous parle, vous fait écho, je mettrai le lien Le financement du participatif. financement Ouais. participatif dans la description de l'épisode. Et Ok. voilà, il y aura aussi dans les news, on fera des concerts en fait cet été, si tous les lois et les normatifs le permettent, bien sûr, en suivant tout ça. Mais il y a déjà une liste d'artistes locaux qui voudraient animer ces concerts-là et justement créer ces liens-là. Donc voilà, ça va être à partir de juin. Il y aura déjà des événements Trop dans le cool. jardin magique des Hauts-Joli Verts. Ouais, trop cool. Et je sais qu'il y a aussi un Instagram qui a été créé, je vous le mettrai aussi en description, comme ça si vous voulez suivre les actualités prochaines de Joli Vert qui vont nous redonner de la joie et du collectif dans ces temps un peu compliqués. C'est sûr, c'est sûr. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci de ton authenticité, merci d'avoir parlé de ton expérience utopienne de Joli Vert. Super, merci à toi pour cet espace. Et voilà, je suis très contente que tu sois venue, que tu sois encore là. Ouais, Voilà, merci. merci. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.